Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour Jean-François Duniac, bienvenue donc au podcast Bref de classe. Vous allez nous parler du modèle britannique et de son influence, donc le chapitre du programme de seconde. Alors avant, je vais vous présenter. Donc vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d'histoire, maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire moderne à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la Grande-Bretagne et des échanges franco-britanniques et atlantiques au XVIIIe siècle, et c'est donc à ce titre qu'on vous a invité, et vous avez publié ou co-dirigé de nombreux ouvrages, alors notamment avec Alban Gauthier, L'Empire britannique, une communauté de destin aux presses universitaires de Rennes en 2018, avec Aude Marais, Les âges de Britannia, repenser l'histoire des mondes britanniques du Moyen-Âge au XXIe siècle, toujours aux presses universitaires de Rennes en 2015, avec Nathalie Kwame, Sous l'Empire des îles, histoire croisée des mondes britanniques et japonais, aux éditions Cartala en 2020. Et donc, vous allez faire apparaître bientôt aux presses universitaires de France un Que sais-je, qui est consacré à l'histoire de la Grande-Bretagne. Alors, donc, par rapport à ce chapitre du programme de seconde, sur le modèle britannique au XVIIIe siècle, peut-être pour commencer, on pourrait se poser une première question, qui est de savoir ce qu'est le modèle britannique. Alors, le modèle britannique, effectivement, on pourrait, pour le présenter, commencer peut-être par la fin. On est en mai 1789, et au premier jour des États généraux qui se réunissent à Versailles, les députés du tiers-État, demandent à ce qu'on les désigne comme communes, exactement comme les Commons en Angleterre, ce qui marque très clairement, effectivement, une influence. Là encore, on y reviendra, une influence qui est sinon sujette à caution, du moins sur laquelle il faut énormément nuancer, parce que derrière le modèle britannique dont on va parler, il y a en réalité plusieurs modèles. En tout cas, néanmoins, il est certain qu'il existe une influence anglaise sur nos députés du tiers en mai 1789. On peut d'ailleurs ajouter que si l'on compare, cela a été fait d'ailleurs, le nombre d'occurrences, de mobilisations, notamment du thème de la Constitution anglaise pendant les débats de la Constituante entre 89 et 91, on trouve plus de 300 occurrences mobilisées dans les débats entre les constituants, ce qui est de très loin supérieur à la petite centaine, en réalité un peu moins, de références au, entre guillemets, modèle américain. Alors, peut-être pour commencer, parce que j'imagine que tous les collègues ne sont pas au fait de ce qu'il se passe en Grande-Bretagne à cette époque-là, est-ce que vous pourriez nous faire un petit état général des îles britanniques au tournant du XVIIIe siècle ? Alors, la Grande-Bretagne, qui n'est pas encore la Grande-Bretagne, puisqu'en réalité, ce royaume va être constitué en 1707 par l'union des couronnes, effectivement, et des parlements entre l'Angleterre et l'Écosse. Cette Angleterre et ses sinon dépendances, du moins voisines, notamment écossaises et irlandaises, c'est un ensemble d'environ 6,5 millions d'habitants au tournant du XVIIIe siècle, 9,5 millions avec l'Irlande. On finira d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle avec un ensemble de l'ordre d'environ 12 millions d'habitants. C'est un ensemble qui, sur le plan démographique et même territorial, peut sembler modeste comparé à la France, par exemple, qui va passer d'environ 22 à 28 millions d'habitants sur le XVIIIe siècle. C'est néanmoins un royaume qui abrite désormais la plus importante ville d'Europe, Londres, devenue première ville d'Europe, donc devant Paris au tournant du XVIIIe siècle justement, et qui va passer d'environ 600 000 à 900-950 000
habitants à la fin du XVIIIe siècle, une ville qui connaît une croissance remarquable de près de plus de 5000 habitants par an en moyenne entre 1720 et 1780. C'est aussi un royaume qui connaît un boom économique et impérial. C'est effectivement une puissance coloniale en plein essor. Pour donner une idée, là encore, on est au moment d'une véritable bascule atlantique, non seulement de l'Europe de l'Ouest, mais particulièrement de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne. Le port de Londres, vers 1680, tire à peu près 80% de ses richesses du commerce avec l'Europe. En 1780, 100 ans plus tard, la proportion sera inverse. Près de 80% viendra d'ailleurs, c'est-à-dire des productions coloniales d'Amérique du Nord, des Antilles, d'Afrique et bien sûr des Indes. C'est un empire qui est en train de se constituer. Il a commencé au début du XVIIe siècle avec une première implantation en Virginie en 1607, qui va connaître un développement singulièrement important. On considère qu'entre 1600 et 1700, près d'1 million de Britanniques, à 70% anglais, sont partis vers alors à la fois l'Irlande mais également les colonies américaines, ce qui est évidemment une ponction considérable sur la population des îles. Au XVIIIe siècle, ils seront encore 300 000, cette fois-ci à 70% écossais et irlandais, à choisir notamment l'Amérique. On a donc un ensemble, au tournant du XVIIe siècle, qui est en train de se constituer véritablement un ensemble d'abord atlantique et antillais, avec ces 13 colonies. Elles ne sont pas encore 13 d'ailleurs au tout début de notre question, mais elles le seront quelques décennies plus tard. La Grande-Bretagne également s'installe dans le commerce dit triangulaire et dans la traite, bien sûr, des esclaves africains. Elle deviendra, au XVIIIe siècle, la première puissance négrière du monde, contribuant, pour à peu de choses près, un quart, entre un quart et un tiers, environ 3,5 millions de personnes déplacées sur l'ensemble du siècle. C'est un empire qui se taille contre les rivales européennes, contre l'Espagne, la Hollande et surtout la France, contre laquelle commence ou a commencé ce que certains ont appelé la Seconde Guerre de 100 ans, celle qui commencerait plus ou moins avec la Glorieuse Révolution en 1688-1689 et qui s'achèverait à Waterloo en 1815. Cette impérialisation de la Grande-Bretagne était extrêmement importante aussi parce qu'elle va inspirer une partie du modèle anglais dont on va parler au XVIIIe siècle et de l'admiration européenne et particulièrement française pour ce pays et ce qu'il est censé représenter. C'est enfin, et là on devance un peu l'appel, mais au tournant du XVIIIe siècle, c'est le pays qui va assez rapidement accueillir ce qu'on appelle la révolution industrielle, qui commencera véritablement dans les années 1730 et qui va connaître là encore un développement tout à fait remarquable qui va, à travers les exemples bien sûr des usines de Birmingham, de Manchester plus tard, va contribuer là encore à forger l'admiration européenne et particulièrement française pour cette Angleterre. Donc on a un pays techniquement un peu petit au nord-ouest de l'Europe, mais qui désormais est devenu véritablement central dans, le concert européen et dans le développement économique de l'Europe. Alors, maintenant que vous aviez fait cette grosse introduction, effectivement, c'était très très bien de resituer un petit peu ce monde britannique. Ce serait peut-être bien de commencer par y rentrer, j'allais dire, avec une analyse un petit peu politique, ce qui a fait peut-être le cœur un petit peu de ce qu'on doit enseigner là, cette politique anglaise, en rappelant déjà ce qui s'est passé au XVIIe siècle, notamment la Glorieuse Révolution, mais aussi l'Habeas Corpus, le Bill of Rights. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Alors est-ce que vous pourriez faire une synthèse là-dessus ? Oui, alors évidemment, il n'est pas forcément très simple de tout résumer en quelques minutes, mais enfin, au tournant du XVIIIe siècle, en réalité, l'Angleterre et plus généralement la Grande-Bretagne sort tout de même d'un siècle d'extrême difficulté politique. Le XVIIe siècle a été rude pour l'Angleterre. Elle a d'abord dû subir 20 années de guerre civile entre 1642 et 1660, une exécution d'un souverain, un régicide, qui a provoqué un scandale européen absolument majeur, une dictature militaire, puis enfin une restauration en 1660. Il faut bien le dire, ce pays qui s'était déjà signalé par
un certain radicalisme religieux, qu'on décrira plus tard sous le puritanisme, évidemment, transpose finalement dans l'ordre politique cette espèce de variété composite, pour certains parfaitement anarchique, de mouvements tant religieux que politiques. Et là, il faut bien, j'allais dire, y insister. Dans le dernier tiers du XVIIe siècle, l'Angleterre n'est pas un modèle, ou si elle est un modèle, c'est un contre-modèle. Un modèle d'anarchie, en réalité, où, pour la plupart, les trop grandes libertés accordées aux uns et aux autres ont conduit finalement à la guerre civile. Au sortir de cette guerre civile, donc, la Restauration. La Restauration a enclenché une séquence d'à peu près 30 ans, entre 1660 et 1689, qui va voir une cristallisation des principaux éléments qui vont constituer le modèle anglais puis britannique. En effet, on va y voir, notamment à la faveur de la fin du règne de Charles II, qui règne entre 1660 et 1685, et plus encore au début du règne de son frère, Jacques II, à partir de 1685, la constitution véritablement d'un parlement, une institution assez particulière, en tout cas dans son fonctionnement à l'Angleterre, la constitution politique finalement d'un parlement qui va, à la faveur d'une série de crises, obtenir gain de cause, on va dire, dans toute une série de débats qui étaient déjà pendants, qui étaient déjà en réalité présents, parfois depuis le Moyen-Âge, dans un espèce de dialogue permanent entre la monarchie et ce Parlement, parce qu'il faut dire une chose extrêmement importante, je pense aussi pour les collègues, c'est que le Parlement fait partie de la monarchie. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Je peux commencer effectivement à partir de ce Parlement, peut-être pour le développer si vous le voulez bien. Le Parlement, en réalité, d'Angleterre est tripartite. Comme le disent d'ailleurs les actes, c'est-à-dire, au sens littéral du terme, les actes, c'est-à-dire les lois qui sortent du processus législatif sur lequel je reviendrai rapidement, ce Parlement donc intitule tous ces actes « King in Parliament », c'est-à-dire le roi en son Parlement. On a trois éléments qui sont effectivement le souverain, ce qui pose un vrai problème quand on veut les dissocier, évidemment, et essayer de créer un dialogue, j'allais dire, ou voire une opposition politique entre les uns et les autres. Le souverain, donc, d'une part, puis une chambre des lords, constituée de la noblesse spirituelle, c'est-à-dire les évêques et archevêques d'Angleterre, et puis, deuxième composante, la noblesse temporelle, constituée donc des membres de ce qu'on appelle la nobility, qui sont là de droit, et puis, donc, troisième composante, la Chambre des communes, les Commons, qui regroupe environ 450 députés élus selon certaines circonscriptions et procédures, les uns dans les villes dotées de chartes, les autres dans les comtés. Donc il faut bien avoir en tête, et ce sera d'ailleurs parfois source d'incompréhension de la part des Français, il ne faut pas voir nécessairement dans ce Parlement un interlocuteur, voire un opposant strict à la monarchie. Nos députés et les membres des Lords ont intimement cette conscience d'appartenir au fonctionnement de la monarchie, en réalité, et de faire respecter, c'est un deuxième point qui pose un authentique problème, de faire respecter la Constitution d'Angleterre, qui est une constitution coutumière, non écrite en réalité, qui est le produit d'une jurisprudence pluriséculaire d'actes, de lois et de jugements rendus par le Parlement et par ses cours depuis donc plusieurs siècles. Et là encore, du côté des Français, et on le verra d'ailleurs sous la Révolution française, le vrai enjeu, ça va être de savoir en quoi consiste ce modèle dès lors qu'il n'est pas écrit. Et donc, si on peut revenir à cette période juste qui est avant ce qui doit être vu dans les programmes, rappelez-nous rapidement ces grands événements que sont par exemple la Glorieuse Révolution, oui. Qu'est-ce que ça a pu amener, puis ensuite l'acte d'union de 1707 qui sont au tout début de la période. Voilà, est-ce qu'on pourrait pour les collègues revoir ça, puisque je disais tout à l'heure, après ces deux lois fondamentales qui vont servir un petit peu de modèle après en Europe, que sont le Bill of Rights et l'Habeas Corpus. Absolument. Alors si on pouvait voir un peu tout ça. Oui, tout à fait. Alors, il faut revenir effectivement sur une séquence tout à fait passionnante qui est la séquence, on va dire 1679-1689, c'est-à-dire là effectivement 10 années de débats au pluriel qui vont voir finalement une seconde révolution qu'on appellera glorieuse parce que non sanglante. Ça commence en 1679 par quoi en réalité? Eh bien par une crise politique qu'on va appeler la crise de l'exclusion,
qui va être lancé au Parlement par toute une série de députés, parfois extrêmement haut placés, on pourra y revenir, notamment le comte de Shaftesbury, qui remettent en cause les droits à la succession du souverain Charles II par son frère Jacques d'York, dans la mesure où ce dernier a été obligé de très officiellement se déclarer catholique. Pour quelle raison a-t-il été obligé de le faire? Eh bien parce que, contrairement, là encore, il faudra que les collègues peut-être jouent un peu là-dessus, contrairement à l'image de la liberté religieuse qui sera un peu trop légèrement développée par les philosophes du XVIIIe siècle, en réalité, dès la Restauration, Charles II va reprendre toute une législation qui remonte au moins, pour tout dire, à Élisabeth Ier à la fin du XVIe siècle, de répression à l'égard de toutes les dissidences religieuses. Dans cette Angleterre prétendument des libertés qu'on va peindre, en réalité toute une série de lois édictées sous Charles II interdisent aux non-conformistes, puritains et autres, eh bien d'effectuer, d'exercer des charges dans l'État, des charges au Parlement, des charges dans les municipalités notamment. Ils sont techniquement exclus en réalité, ce qui a expliqué au XVIIe siècle que plusieurs dizaines de milliers aient fui vers la Hollande et plus tard vers l'Amérique. Or, donc, fort de cette législation, il a fallu obtenir, au moment de la Restauration, des preuves officielles, des manifestations officielles par les grands fonctionnaires, et au premier chef, bien sûr, le propre frère du roi, qu'ils étaient de bons anglicans. Jacques est obligé d'avouer son catholicisme, ce qui pose un énorme problème, bien sûr. Ça ouvre la perspective, en réalité, d'une succession catholique à la tête de l'Angleterre, parce que Charles n'a pas d'héritier légitime. De 1679 à 1681 va donc éclater la crise de l'exclusion, où, à la faveur d'une série de parlements, certains députés, en tout cas, prônant au moins le puritanisme, en tout cas le protestantisme, comme règle absolue de succession à la tête de l'État, vont essayer de pousser un bill, c'est-à-dire un projet de loi, pas une loi, une loi c'est un acte, un bill c'est un projet de loi, un bill dit de l'exclusion, ce qui va contraindre le roi Charles II à dissoudre ni plus ni moins que 3 fois le Parlement d'Angleterre, notamment une fois d'ailleurs étant obligé de l'exiler à Oxford. Et à la faveur de ces crises, l'un de ces parlements, l'un des plus courts de l'histoire de l'histoire politique du Parlement en Angleterre, en 1679, va voir le vote de cette loi d'habeas corpus, qui là encore doit être replacée dans son contexte. Cette loi d'habeas corpus garantit les prévenus, effectivement, de la formulation des chefs de leur accusation, des conditions et règle les conditions de leur détention avant leur procès. Cet habeas corpus, en réalité, il n'est pas apparu en 1679. Les premières mentions de l'habeas corpus remontent au XIIe siècle et l'expression elle-même au XIIIe siècle. Et ça fait partie, une nouvelle fois, de ces débats multiséculaires que la monarchie, ou en tout cas les monarques et les parlements, se renvoient les uns aux autres. En 1679, la question est enfin tranchée, cet habeas corpus est effectivement voté. C'était une loi évidemment de sécurisation pour les députés les plus radicaux face aux éventuelles velléités de la monarchie de les soumettre à des procès expéditifs. Donc l'habeas corpus est voté en 1679, c'est plus conjoncturel qu'autre chose. En 1681, l'exclusion est définitivement rejetée, Charles II l'a emporté. Et en 1685, lorsqu'il s'installe sur le trône, son frère, Jacques II, est dans une situation, on pourrait dire, tout à fait bonne. Les erreurs, les maladresses politiques de Jacques, qui va favoriser en partie notamment des catholiques. Plus encore, en juin 1688, la naissance, de par sa deuxième femme, d'un héritier qui va nécessairement être catholique, ouvre évidemment la perspective d'une succession catholique et d'une dynastie catholique à la tête de l'Angleterre anglicane protestante. Et c'est là qu'effectivement se relance une crise extrêmement courte, extrêmement, violente, à l'automne 1688, qui va voir donc plusieurs pairs du royaume appeler la propre fille du roi, Jacques, et son gendre,
Guillaume d'Orange, à venir sauver le protestantisme et les libertés anglaises. Et donc en novembre 1689, une flotte hollandaise, avec des milliers d'ailleurs de huguenots français qui avaient été chassés par Louis XIV, notamment après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, débarque. C'est la dernière invasion que connaît l'Angleterre en réalité. Et cette armée hollandaise, protestante, va prendre techniquement le pouvoir, permettre d'ailleurs le départ de Jacques II, parce qu'il y a là un énorme problème, et c'est là qu'on en vient bien sûr au Bill of Rights, c'est que dans cette affaire, rien n'est absolument légitime. Je m'explique, l'armée d'occupation hollandaise est certes une armée d'invasion, mais le droit de conquête ne justifie pas évidemment d'installer une nouvelle dynastie, en tout cas ça pose énormément de problèmes. Donc techniquement, dynastiquement et légalement, il y a un authentique problème pour les envahisseurs. De l'autre côté, le Parlement qui se réunit a besoin de faire reconnaître une partie de ses droits face aux nouveaux souverains. Et donc, un peu comme larrons en foire, les uns et les autres vont se reconnaître par le Bill of Rights, qu'on appelle le Bill of Rights, qui est en fait d'abord une déclaration qui est soumise par le Parlement aux futurs nouveaux souverains, c'est-à-dire Guillaume d'Orange et sa femme Marie. Le Parlement essaye de pousser la reconnaissance d'une série de droits contre l'obtention par le Parlement de la légitimité, évidemment, du coup d'État. Donc, comme je vous le disais, c'est une forme de rétrocession, de marché, qui va donner lieu donc à un bill, c'est-à-dire un projet de loi, qu'on appellera plus tard le Bill of Rights, et puis enfin une loi, à la fin de 1689, qui définit effectivement toute une série de points. Et là encore, et j'en termine, il faut énormément tempérer le caractère proprement révolutionnaire de cet acte. En réalité, ce qu'on appelle un peu à tort le Bill of Rights, puisqu'en fait ce sera une loi sur les libertés de décembre 1689, cette loi va en réalité trancher dans le sens du Parlement toute une série de débats pendant depuis des siècles. Et on va donc effectivement voir la garantie de toute une série de droits et libertés désormais, la suppression du droit pour le souverain par exemple de dispenser ou de suspendre l'application d'une loi à telle ou telle personne, le droit de regard définitif sur la levée des impôts avec nécessairement le consentement du Parlement, la suppression des cours de juridiction spéciale, l'affirmation du droit de pétition au souverain également, un droit qui était longtemps réclamé, l'interdiction de l'entretien d'une armée permanente qui aurait pu écraser le Parlement, la garantie des droits à la défense pour les sujets protestants, la liberté des élections au Parlement, on y reviendra là encore pomme de discorde, la liberté d'expression et de débat, l'interdiction des cautions excessives, vous voyez il y a tout un catalogue en réalité de vieux débats, et enfin un dernier point, on affirme le principe de réunion fréquente du Parlement parce que jusqu'alors, constitutionnellement, le roi d'Angleterre pouvait réunir, suspendre, proroger ou dissoudre le Parlement comme bon lui semblait en réalité, et certains comme Charles Ier l'avaient suspendu pendant 11 années, ce qu'on appellera plus tard la tyrannie des 11 ans. Ce qui est important, enfin pour terminer là-dessus, c'est que, en un sens, ça n'est pas tant une révolution que la fin de toute une série de débats, sauf sur un point peut-être, c'est que pour la première fois, en réalité c'est la deuxième fois, mais bon, pour l'ère moderne c'est la première fois, qu'un Parlement tranche et statue sur la succession. Question sur laquelle, notamment Élisabeth Ier, avait systématiquement interdit à son Parlement de seulement discuter. Là, le Parlement tranche en un sens, en validant la succession avec la propre fille de Jacques II. Alors on voit, cette période a été fondamentale pour la création des institutions et leur fonctionnement, et en quoi, on parlait tout à l'heure, cette union de 1707 est aussi importante pour ce modèle britannique. Alors, elle est importante en ce qu'elle va finalement donner la masse critique qui manquait à l'Angleterre. On va créer véritablement une monarchie à taille proprement européenne, ça c'est un premier point. En fusionnant donc le Parlement d'Écosse et le Parlement de Londres, en réalité on dissout le Parlement d'Écosse dans le Parlement de Londres, ça c'est un point. D'ailleurs la représentation, grande question du XVIIIe siècle, en réalité beaucoup de détracteurs du modèle britannique reviendront là-dessus, la représentativité des Écossais est extrêmement faible comparée à la réalité déjà démographique de
de l'Assemblée. Pour donner une idée, l'Écosse est à peu de choses près un quart à peu près de la population anglaise, mais les députés écossais, qu'ils soient pairs d'ailleurs ou qu'ils soient membres des communes, c'est de l'ordre de 10 à 15%. C'est-à-dire qu'on a là véritablement une portion congrue. Donc c'est vraiment un point extrêmement important. Mais il est vrai qu'à partir de ce moment-là, même si d'ailleurs les Français continueront de parler de l'Angleterre, on peut effectivement évoquer un modèle britannique, c'est-à-dire un système politique qui s'applique effectivement du nord de l'Écosse au sud de l'Angleterre. Alors justement, moi je voudrais qu'on rentre un petit peu dans ce modèle britannique, mais il faudrait que vous expliquiez quelque chose, cette relation un petit peu, vous l'avez commencé à l'évoquer, entre le Parlement et le roi. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une monarchie parlementaire ? Alors, là, c'est vraiment une question extrêmement importante. On n'a pas affaire à une monarchie parlementaire à proprement parler, surtout au tournant du XVIIIe siècle, et il faut bien le dire, dans la pratique encore jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pour être extrêmement simple, encore et toujours, jusqu'au XVIIIe siècle compris, c'est le souverain qui nomme ses ministres et le cabinet. Même si la pratique va tendre effectivement à faire en sorte que le principal ministre, en réalité la fonction n'existe pas, c'est généralement celui qui a la charge des finances, chancelier de l'échiquier ou autre qui est le principal ministre, on n'emploie pas le terme de prime minister, doit être choisi de plus en plus dans une forme de majorité pour permettre simplement la gestion des affaires. Mais ça n'empêche pas, a contrario, par exemple, un William Pitt dans les années 1780 de perdre 4 fois au Parlement, et parce qu'il a toujours le soutien du souverain, de ne pas être démis. Donc, vous voyez, le gouvernement n'est pas nécessairement tenu à une majorité parlementaire. Il est vrai que pendant 20 ans, entre 1721 et 1742, le grand ministre qui va incarner en un sens la première figure de, toujours entre guillemets, Premier ministre, c'est-à-dire Robert Walpole, va montrer cette bascule, illustrer cette bascule de la Chambre des Lords vers la Chambre des communes. La chambre la plus éminente au tournant du XVIIIe siècle, c'était encore les Lords. Dans les années 1730-1740, c'est définitivement aux communes que cela se passe, même si le mode de désignation de ces communes pose énormément de problèmes, notamment de représentativité, parce qu'on est très loin d'une démocratie à proprement parler, mais on y reviendra pour notamment les élections. Donc on a affaire, comme je le dis souvent à mes étudiants, à une monarchie où il y a un parlement dont les prérogatives sont reconnues et ont été en partie, sinon gravées dans le marbre, du moins fortement réaffirmées et tranchées en sa faveur, à l'occasion du fameux Bill of Rights de 1689. Ça, c'est un point extrêmement important, mais une nouvelle fois, toujours avoir en tête que ce Parlement a véritablement comme mission de défendre et illustrer la monarchie elle-même. Le roi fait partie du système. Et donc il y a les relations avec le roi qui sont un petit peu particulières. Le Parlement, vous le montrez, qui a tendance un petit peu à évoluer, non plus la chambre haute prioritaire, mais plutôt la chambre basse, on va dire. Et qu'est-ce qu'il en est au sujet de l'arbitraire royal, un petit peu dans le cas des décisions? Comment ça se passe? Alors, une nouvelle fois, cet arbitraire royal est un terme, pour l'essentiel, très français. C'est-à-dire que c'est une façon très française de définir, j'allais dire, un certain registre d'action, on va dire, des monarques anglais depuis parfois le Moyen-Âge. Les monarques anglais étaient de toute façon toujours tenus normalement à la Constitution. C'est-à-dire qu'ils pouvaient même encore au XVIIe siècle prendre des mesures temporaires ou à caractère temporaire. Ils avaient nécessairement quand même à un moment donné besoin de l'aval du Parlement pour que ces mesures soient avalisé, légalisé, mais évidemment, étant donné les conditions, il faut avoir aussi en tête ce que c'est que l'Angleterre, ou même l'époque moderne, on ne peut pas réunir un parlement sous une semaine, donc en temps de guerre, par exemple, il faut parfois prendre des mesures d'urgence, eh bien il est nécessaire, évidemment, que le monarque prenne parfois donc, ces décisions, ces mesures sans tout de suite, en tout cas, l'aval du Parlement. Ça, c'est une première chose. Ce qui est clair aussi tout de même, c'est que le contrôle financier qu'exerce le Parlement va, au moment où se déploie véritablement la fameuse Seconde Guerre de Cent Ans, en tout cas les affrontements avec la France, va conférer à ce Parlement une importance absolument cruciale, puisque c'est lui qui va
pouvoir voter les trains d'impôts, les taux d'imposition pour financer l'effort de guerre. Et quelque part, la chance des uns et des autres, c'est que d'une part, les monarques ont poussé en partie à cet affrontement. Je pense notamment bien sûr à Guillaume d'Orange, vieil ennemi de Louis XIV, mais de l'autre côté, une partie des intérêts très influents au Parlement ont tout intérêt aussi à cette guerre. Là encore, il y a une division de la nation politique, et il y a clairement une forme de lobby, on va dire, qu'on appellera d'ailleurs plus tard Whig, c'est-à-dire ceux qui sont les plus, j'allais dire, libéraux, qui est en faveur de cet effort de guerre et qui va contribuer au financement par le Parlement de cet effort de guerre britannique contre la France. Alors, vous commencez à nous dessiner plus clairement les contours de ce modèle britannique, un modèle entre guillemets bien sûr. Alors j'aimerais vraiment maintenant, peut-être, est-ce que vous avez, je ne sais pas si c'est facile, une définition, quelque chose un petit peu plus précis à nous dire, et après peut-être regarder qui sont les acteurs, à la fois ceux qui vont propager ce modèle à travers le royaume, voire plus largement en Europe, et on pourrait peut-être même parler à ce moment-là de premiers propagandistes, peut-être, puisque le modèle est clairement mis en avant et défendu. Alors Oui. D'abord, le premier, le modèle, qu'en est-il? En réalité, il y a plusieurs modèles. Et on le voit très bien à la lecture des textes. Alors c'est peut-être un peu poussé, ça dépendra peut-être aussi des classes ou de leur réactivité en fonction des quelques extraits qu'il faut quand même bien le dire. Là, c'est un peu la tambouille de l'enseignant, mais on voit bien qu'on revient toujours sur les mêmes extraits de Voltaire, de Montesquieu. Voilà, il y a une forme de demi-douzaine de textes qu'on se repasse. Et je le sais parce que j'ai moi-même rédigé les manuels. Mais clairement, si vous voulez, il y a plusieurs modèles. Il faut vraiment les serrer. Il y a un premier modèle qui est un modèle qu'on pourrait appeler libéral. Un modèle libéral qui est à la fois économique, j'allais dire, et social, particulièrement, où le boom économique de la Grande-Bretagne va susciter une admiration, notamment chez les économistes, qui vont voir tout d'abord donc dans l'Angleterre le modèle d'une économie libérée, que l'on veut voir libérée, ce qui est de très loin d'ailleurs, ce qui est très loin du cas en réalité, puisque l'administration royale anglaise a toujours un droit de regard sur cette affaire. Il y a toute une série d'administrations impériales ou sous-impériales qui gèrent les intérêts de la Grande-Bretagne, mais on va vouloir voir, en fait, par le développement évidemment transatlantique et colonial de la Grande-Bretagne, l'image d'un libéralisme en acte. Donc ça, c'est une première chose. Donc on va avoir des économistes tout d'abord qui vont célébrer ceci. Un peu plus tard d'ailleurs, avec le développement industriel ou pré-industriel de l'Angleterre, beaucoup vont rembrayer en disant voilà, dès lors que l'on laisse les libertés se déployer, on voit effectivement toute une série d'inventions, connaître leur efflorescence en Angleterre. Bon, ça c'est un premier point. Il y a aussi le libéralisme philosophique. Ce libéralisme philosophique, dans sa version peut-être la plus, commune, telle qu'elle va être distillée, vous parliez des passeurs, on peut évoquer bien sûr Voltaire, touche à la fois à une forme de liberté d'expression, de liberté religieuse également, même si une nouvelle fois l'anarchie guette toujours, qui va être là encore proposée à des publics français, notamment qui connaissent mal en réalité l'Angleterre, qui est une nouvelle fois pas à l'ordre du jour tout de même en permanence, pour montrer finalement une terre entre guillemets libre, philosophiquement et religieusement libre. Une nouvelle fois, on est très loin de la réalité, comme j'ai déjà évoqué, à propos des lois de répression religieuse. Et là aussi, on peut lire finalement en creux les fameuses déclarations sur la liberté religieuse, telles que, bien sûr, Voltaire le fera dans ses lettres anglaises. Donc ça, c'est un point. Et il y a enfin la liberté politique. Et là encore, il y a, j'allais dire, des faux amis. On va voir dans Montesquieu, notamment dans le chapitre consacré, le livre du chapitre 11 consacré à la Constitution britannique, cette idée d'une défense et illustration d'un modèle britannique qu'il faudrait nécessairement imiter. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que notamment chez Montesquieu, Montesquieu fait des études qui sont toujours des études posées sur les conditions des différents États, des différentes régions. Et donc, ce qu'il explique, le grand enjeu pour Montesquieu, c'est en réalité la lutte contre le despotisme.
très clairement. Et il montre simplement, dans un chapitre où d'ailleurs très paradoxalement, il ne cite qu'une seule fois l'Angleterre. Dans tout le livre, en fait, il ne prononce qu'une seule fois le terme d'Angleterre, mais tout le monde comprend qu'il évoque l'Angleterre. Il montre simplement la manière anglaise d'avoir déjoué le despotisme uniquement, ne disant jamais qu'il fallait nécessairement que les institutions françaises, qui relèvent de milieux, de conditions et d'une histoire différente, doivent s'y colter. Donc on a là un pseudo-modèle du côté de Montesquieu. En revanche, et là j'y viens, les suivants, qui parfois n'ont pas forcément bien compris Montesquieu, bon, il y a des personnages comme Delolme et les autres dans les années 1660, 70 et 80, vont finalement voir dans la Grande-Bretagne le modèle d'une monarchie entre guillemets tempérée par la puissance d'un parlement, par la division quasiment de la souveraineté, un régime mixte qui associerait à la fois la monarchie, puisqu'il y a un monarque évidemment, une forme, là encore, d'oligarchie nobiliaire avec le Parlement, bien sûr, l'aristocratie, et puis avec les communes, une forme de démocratie, essayant d'expliquer que l'ensemble est tout à fait viable. Là encore, il faut sauter, un peu aux conclusions à ce moment-là. Lorsque l'on voit ce que l'Assemblée nationale constituante fera du modèle anglais, en réalité, elle le récusera entièrement. On aura à la fin, donc pour notre première constitution, une chambre et pas deux, on aura un veto royal. La plupart du temps, ou très concrètement, on essaiera d'adapter ce modèle anglais, de enfin l'écrire noir sur blanc, parce que les Anglais, eux, ne l'ont pas fait, eh bien, côté français, ça capotera. Et donc, par rapport à la réception du modèle anglais, vous l'évoquiez en France notamment, vous avez évoqué les philosophes, oui. C'est un modèle qui est plutôt reçu dans quel type de milieu? Plutôt bourgeoisie, on va dire, éclairée? Alors, c'est une question absolument passionnante, c'est-à-dire, on peut dire, voilà, les lumières, combien de divisions en réalité. Le public qui reçoit ces messages, ces idées et qui les fait circuler est extrêmement restreint. En réalité, alors je l'ai dit, le modèle, on reviendra sur la représentativité avec notamment le Parlement et les élections, mais le public qui discute de ces questions est extrêmement limité. On a bien sûr les milieux les plus supérieurs, aristocratiques et nobiliaires urbains, essentiellement, et tout le milieu qui relève également des élites, bien sûr, des élites parlementaires. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Nos milieux bourgeois, pour tout dire, ils sont davantage réceptifs, en réalité, au libéralisme, on va dire, économique. Ce qui montre la plasticité du, toujours entre guillemets, modèle britannique. C'est-à-dire que chacun voit l'Angleterre un peu à sa porte. Les philosophes du côté de la liberté philosophique et religieuse, les juristes du côté des pouvoirs du Parlement, parce qu'eux-mêmes, relevant de Parlement, se rêvent tout d'un coup, depuis Rennes ou Bordeaux, ou Paris évidemment, partager finalement une forme de, ce qui n'est pas le cas, de souveraineté avec le roi, le propre roi, et puis bien sûr, tous ceux qui, dans le domaine donc économique, nos bourgeois, voient plutôt ce libéralisme se développer et ce commerce se développer en Grande-Bretagne. Alors, vous évoquez les élections, j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, parce que c'est vrai que le modèle britannique va être étudié au moment de la Révolution, vous l'avez dit, notamment par rapport au droit de vote. Alors, comment ça se passe concrètement au XVIIIe siècle au Royaume-Uni? Alors, très concrètement, parce qu'il faut être extrêmement concret, donc les communes relèvent d'un système d'élection, qui relèvent donc soit des bourgs, c'est-à-dire des villes qui ont obtenu une charte dans leur histoire, parfois depuis très longtemps, une charte qui leur donne le droit de députer, lorsqu'il y a un parlement, généralement députés, et puis les comtés, qui eux-mêmes donc députent deux personnes. Donc ça, c'est un point. Le sens électoral est relativement faible parce qu'il n'a pas bougé nominalement depuis quasiment l'origine. C'est-à-dire qu'en gros, on a quelque chose de l'ordre de 2 livres de revenus ou de valeur attestée du terrain, ce qui donne, pour être très concret, un électorat qui oscille entre, on va dire, 10, 12 et parfois 20, 25%, mais dans des petites circonscriptions seulement, des hommes libres. Donc, enfin, des hommes libres, on va dire des hommes indépendants en tout cas. Donc une représentativité qui est finalement beaucoup moins grande, importante qu'on l'imaginait en réalité, de l'ordre de 400 000 personnes en réalité peuvent techniquement être inscrites. Ça, c'est un premier point. Il faut avoir en tête que la politisation extrême de ces élections
a contribué à renforcer encore un clientélisme. Traditionnellement, notamment en Angleterre, on était sinon député de père en fils, du moins il y avait une forme de propriété des grandes familles locales sur les postes de représentation. C'était une représentation parce qu'on disait la senior pars, c'est-à-dire la part la plus élevée de la nation, entre guillemets, politique. Même si d'ailleurs, tout de même, pour les Anglais, le Parlement, même s'il ne représentait finalement que, s'il n'était constitué que des élites, représentait la nation politique. Ça, c'est un point sur lequel, une nouvelle fois, les Français auront du mal sous la Révolution. Bref. La politisation, à partir donc de la crise de l'exclusion, qui voit la naissance en fait des deux partis, le parti Whig, donc plus libéral, entre guillemets parlementaire, et le parti Tory qui défend ou promeut davantage les prérogatives royales, va donner un résultat sur l'ensemble du XVIIIe siècle qui est quand même assez remarquable. À peu près un quart seulement des circonscriptions seront contestées sur l'ensemble des élections générales qui ont lieu sur le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, très clairement, il y a un clientélisme absolu, le gouvernement pouvant d'ailleurs utiliser des fonds pour essayer de retourner telle ou telle élection, mais toujours à la marge en réalité, parce que les conditions locales, l'habitude, la couleur politique de certaines circonscriptions empêchent finalement de véritables campagnes politiques et des retournements spectaculaires de majorité. Il faut avoir en tête aussi qu'on vit sous une ère qui va être une ère Whig de 1714 jusqu'aux années 1760, au début des années 1760. Et donc ça installe véritablement ce clientélisme. Le plus beau cas, bien sûr, sera l'élection de 1754, élection générale, où le gouvernement va dépenser des dizaines de milliers de livres pour essayer de gagner quelques élections, et particulièrement une élection, celle dans le comté d'Oxford, l'Oxfordshire, qui donnera, c'est un document qu'on peut trouver dans les manuels, une série de peintures, de caricatures réalisées par William Hogarth, justement, qui s'intitule Humours of an Election. En fait, en réalité, c'est plaisanteries autour des élections qui montrent le caractère totalement corrompu de ce qui se passe, où on achète littéralement les électeurs. On peut voter sur plusieurs jours, on les achète par des banquets, en acceptant leur placé, leur pétition. Le processus électoral lui-même est complètement dévoyé, et l'on voit d'ailleurs dans une des gravures le char de la Grande-Bretagne tomber, versé dans le fossé, parce que effectivement toute idée de représentation démocratique est mauvaise. Pour donner une idée juste du fameux modèle britannique en France, on peut citer ce passage de Rousseau du contrat social. Je me permets de le faire. Donc Rousseau, le contrat social, 1762. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Et Rousseau termine ainsi: dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. Ça montre bien que pour un Rousseau, par exemple, la prétendue expression d'une liberté politique à la faveur des élections est en fait, en réalité, une espèce de démonstration à ciel ouvert de la pire des corruptions politiques. Oui, là je pense que vous abordez un petit peu ce que sont les limites de ce modèle britannique, véritablement, avec, je pense qu'il y a été la grosse critique dès l'époque, que ce soit au Royaume-Uni même ou en France, c'est-à-dire aux limites de la représentativité. Vous l'avez dit, sur toute la nation, on a au maximum 400 000 personnes qui ont un réel pouvoir politique, alors que le sens est lui-même assez bas. Absolument. Voilà. Donc, est-ce que ce sont les seules critiques, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, on pourrait parler aussi peut-être, et ça c'est plus des relations, on va dire, géopolitiques, des critiques à l'hégémonie qui commence à apparaître, à cette hégémonie britannique, notamment face à ce qu'on peut appeler l'impérialisme britannique aussi. Est-ce que ces choses-là sont très prégnantes? Absolument. Il y a clairement, la Rousseau 1762, si vous voulez, on est en train de finir l'épuisante guerre de 7 ans. Qui va voir effectivement le passage à l'hégémonie britannique. Et effectivement, très clairement, on va voir tout un courant de critique du modèle britannique par donc une série de penseurs politiques qui vont en dénoncer toute l'hypocrisie en réalité, et qui vont faire des prétendues libertés britanniques le cheval de Troie en réalité de l'impérialisme britannique. Là aussi c'est un point sur lequel il faut insister, parce que quelque part sous la Révolution, les Britanniques ressortiront les idées françaises de la Révolution comme le sous-marin évidemment de l'hégémonisme français. Mais là, dans notre XVIIIe siècle, il y a très clairement toute une série de penseurs, on va dire sinon anti-britanniques, du moins critiques du modèle britannique, qui vont en fustiger, comme je le disais, cette hypocrisie, montrant que la réalité est celle tout de même d'une carte
caste généralement, d'un parlement complètement dévoyé, tenu par une forme de, sinon de mafia, du moins ce groupe, notamment des Whigs, qui va apparaître comme les ennemis héréditaires de la France, et donc ces prétendues libertés britanniques comme de la pure et simple propagande, dans un pays, c'est vrai, qui, je parle de la France, verse beaucoup dans ce qu'on appelle l'anglomanie, mais là encore, il faut distinguer l'anglomanie du modèle britannique. Il sera bien porté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle d'avoir des cafés anglais, des lieux de villégiature à l'anglaise, des jardins à l'anglaise, etc. Qui bien sûr marquent aussi une forme d'entrée dans l'hégémonie de la Grande-Bretagne, mais qu'il faut clairement distinguer du modèle à proprement parler politique britannique, qui est, vous voyez, une nouvelle fois, la marque clairement d'un milieu notamment juridique, quelques philosophes, mais qui fait l'objet aussi de très nombreuses critiques, notamment de ceux qui se rendent en Angleterre et qui décrivent les élections, le fonctionnement du Parlement, la corruption politique, morale, financière tout court de ces composantes. Alors, vous évoquiez cette critique de l'impérialisme britannique, notamment qui se développe en France suite à la défaite de la guerre de 7 ans, avec la perte pour les Français de toutes les colonies américaines, sauf la Louisiane. Mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est véritablement autour de la question américaine que va se cristalliser, j'allais dire, un petit peu cette opposition franco-anglaise à partir du dernier tiers, on va dire, du XVIIIe siècle. Alors, peut-être présenter un petit peu ce qu'est cette Amérique, ces 13 colonies, et puis après le processus de la Révolution. D'accord. Je vais peut-être faire juste une petite incise que j'aurais pu glisser, il faudra voir. Effectivement, il y a juste une chose que j'aurais pu glisser quand même à la fin du XVIIe siècle, c'était la libéralisation de la presse, qui va voir la multiplication par 5 des officines de presse, qui contribue aussi à cette image de l'Angleterre comme d'une terre de liberté, mais là encore, il y a une censure. Alors, pour ce qui concerne nos 13 colonies, on a affaire à un ensemble qui, en 1763, en réalité, est enfin débarrassé des Français. Il faut bien le dire. Donc on a bien 13 colonies, du sud, en gros, de la Virginie jusqu'au Massachusetts. C'est la réalisation, finalement, d'un plan quasi séculaire d'éviction des Français qui, eux, par la vallée du Saint-Laurent, avaient accédé à la bonne partie, en tout cas, du continent nord-américain, alors que les Anglais butaient sur la ligne des Appalaches, qu'ils ont enfin percé à la faveur de la guerre de 7 ans. En réalité, les contentieux sont là en germe dès 1763 et même dès avant, en réalité, dès la fin plus ou moins de la guerre, dès avant la guerre de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces colonies, ces 13 colonies, avaient été fondées sur des modèles, notamment des modèles de chartes. Quelles aient été des chartes octroyées à des colonies de propriétaires, comme le fameux William Penn, bien sûr, avec la Pennsylvanie, c'était donc des compagnies, comme celle de Virginie, par exemple, ou purement et simplement des colonies royales. La charte, véritablement, tenait lieu, et c'est un point extrêmement important, elle était pour la première fois, quelque part, dans l'histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, elle était écrite noir sur blanc, à la différence de la Constitution d'Angleterre, qui n'existait pas, enfin qui existait par la pratique en réalité, mais qui n'existait pas noir sur blanc, comme d'ailleurs pour la France. Au nom de cette charte, en réalité, s'étaient constituées des répliques, dans la plupart des colonies, finalement, de l'image rêvée de ce que devait être la Grande-Bretagne, ou l'Angleterre d'abord politique, c'est-à-dire avec un représentant du roi, à la place du roi, le gouverneur, une chambre haute et une chambre basse, réunies par élection. Ces chambres, notamment, avaient bataillé tout au long du XVIIIe siècle pour obtenir toute une série de droits, notamment le contrôle des impôts, le vote du budget, fixer le salaire des fonctionnaires, et tout cela s'était fait quand même par une série d'échanges, parfois même dans la difficulté. Jacques II, qui a toujours mauvaise presse, y compris en Amérique, avait même tenté un temps de créer une espèce de grande colonie de Nouvelle-Angleterre sur le modèle de la colonie de la Nouvelle-France pour imposer finalement une volonté unique. Bon. La Glorieuse Révolution a mis un terme à son projet. On a donc déjà des colonies qui chacune ont un fort sentiment de leur particularité. C'est presque une préfiguration des 13 futurs États, en fait, américains. Cette identité, elle est déjà là. Avec des systèmes de représentation, des modes d'élection, des fréquences d'élection qui parfois sont très très importants, parfois tous les 6 mois en réalité. Donc on a une très forte conscience finalement de la défense de la petite constitution. Ça c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que on a cette conscience, cette idée que finalement
la liberté anglaise ou les libertés anglaises sont un droit quelque part du sang, c'est-à-dire que quittant l'Angleterre, les Britanniques les ont emportés avec eux. Ce à quoi répond une vision plus noire, j'allais dire, celle d'une partie de l'administration centrale, métropolitaine, qui elle y voit plutôt un droit du sol en disant liberté anglaise en Angleterre. Hors d'Angleterre, vous n'êtes que des sujets, en réalité, ou même des sujets de sujets, comme dira Benjamin Franklin, c'est-à-dire de simples exécutants de, du projet impérial ou colonial dans un premier temps, en tout cas anglais. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, les relations commerciales. Ces 13 colonies se développent vraiment à un très grand rythme et dépasse les 2 millions d'habitants. Donc on a vraiment un ensemble qui commence à prendre consistance et qui a développé une économie qui se voit opposer tout le train de mesures, le carcan, j'allais dire commercial, législatif, mis en place par l'Angleterre puis la Grande-Bretagne dès les années 1650 en réalité, puisque le premier acte de navigation remonte à 1651. C'est-à-dire que le commerce des colonies doit nécessairement se faire directement avec la métropole, on ne peut pas commercer comme on l'entend avec par exemple les Antilles, françaises, hollandaises ou espagnoles, tous les produits importés doivent passer par la métropole, donc à chaque fois on paie des taxes, bref, les colonies se sentent prisonnières évidemment. Donc derrière le prétendu libéralisme que les Français vont, libéralisme anglais que certains Français vont célébrer, la réalité coloniale pour nos colons américains est au contraire celle d'un carcan qui vaut bien celui que les Français ou les Espagnols imposent, peut-être moins efficacement finalement, à leur sujet que ne le font les Anglais. Dernier point enfin extrêmement important, c'est bien sûr cette volonté d'expansion vers l'ouest, qui est propre à certaines colonies comme la Virginie par exemple. Dès lors que les Français sont partis, beaucoup ont l'idée de partir vers l'ouest, d'exprimer, j'allais dire, leur liberté d'entreprendre, ce qui va conduire dès 1761 à des premières guerres indiennes, notamment dans la vallée de l'Ohio, ce qu'on appellera la conspiration de Pontiac, qui va nécessiter l'intervention de l'État, qui comprend tout de suite la catastrophe. Après avoir mené une guerre à 5000 km de la métropole contre les Français, dont on s'est débarrassé, les colons américains sont en train de mettre sur le dos de la métropole des guerres indiennes qui vont être proprement infinançables. Donc, dès 1763, on interdit l'expansion à l'ouest des colons américains, ce qui est pris évidemment comme une façon de, une nouvelle fois, corseter les libertés américaines. Donc là, vous nous avez bien présenté ce contexte, pourquoi finalement, au fur et à mesure, on va aller vers une certaine autonomisation, mais ça a été quoi l'étincelle un petit peu qui a déclenché un peu tout ça, cette révolution américaine ? Ça va être en fait dès 1764, en réalité, des premiers trains de mesures. Il faut être extrêmement simple. 1756, la dette de l'État britannique, c'est 70 millions de livres. 1763, fin de la guerre de 7 ans, la dette britannique c'est 134 millions de livres. La dette a doublé, elle a littéralement explosé, et donc il va falloir payer. Or, précisément, on va avoir cette idée, pour finalement rembourser cette guerre coloniale et déjà presque impériale, puisque c'est la naissance du premier empire britannique, eh bien, de faire peser sur les principaux bénéficiaires le poids de la charge. On a consenti des sacrifices énormes pour les Américains vont rembourser. Et donc, dès 1764, se met en place toute une série de mesures visant à rationaliser, mieux organiser, mieux contrôler évidemment le commerce, notamment avec les colonies américaines, et puis donc toute une série de mesures, dont le fameux Sugar Act, en fait, qui est un train de taxes qui vont peser, et qui vont peser de manière différentielle sur les colons d'Amérique, ce qui va d'emblée poser un problème juridique qui va être soulevé tout de suite par les colons américains. C'est-à-dire que si l'on en revient à l'esprit de la Constitution, évidemment, d'Angleterre, l'esprit est pour cause, parce qu'il n'y a pas de lettre, mais l'esprit en tout cas veut qu'on ne puisse être taxé, j'allais dire, ou consentir de taxes que par ses propres représentants, et que désormais, qu'il doit y avoir une forme d'égalité fiscale entre tous. Et d'où l'enjeu est bien sûr là, c'est-à-dire pour les Américains de dire, mais comment peut-on nous imposer des taxes particulières à nous, libres sujets, entre guillemets, d'Angleterre, en tout cas anglais, si, petit 1, nous ne l'avons pas accepté, et petit 2, si tout le monde n'y est pas assujetti. Et sur ce point de droit fondamental, en réalité, il va se poser la question pour les colons des 13 colonies de savoir ce qu'ils sont. Sont-ils anglais, sont-ils américains ?
Ils vont mettre 13 ans pour se décider à dire qu'ils sont définitivement américains, puisqu'on leur impose des lois discrétionnaires. Du coup, d'où après la déclaration d'indépendance du 4 Absolument. juillet 1776, Oui. et donc après, qui va être le premier acte de cette révolution américaine. Absolument. Alors, là encore, à la faveur de toute une série de crises, 64, 65, puis 67, puis ensuite 70 jusqu'à 76, les différents verrous, pour pas dire les différents fusibles politiques, le gouvernement, puis le Parlement, puis le monarque de Grande-Bretagne vont sauter les uns derrière les autres, parce qu'à chaque tentative de réimposer un régime discrétionnaire, même ne fût-ce que sur un seul produit en réalité, ce simple argument juridique de savoir comment on peut imposer aux uns ce qu'on n'impose pas aux autres, en réalité, cette inégalité de traitement juridique, eh bien, va créer, finalement, cristalliser une identité américaine qui est illustrée par la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, donc pour l'essentiel rédigée par Thomas Jefferson, le futur troisième président des États-Unis d'Amérique, qui est en réalité, et là la lecture est toujours extrêmement intéressante, d'ailleurs elle peut donner lieu à une forme d'activité intéressante parce qu'on peut toujours la comparer au préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'il y a et on peut même rajouter le Bill of Rights, parce que exactement comme le Bill of Rights, on a affaire en réalité à un texte, je parle de la Déclaration américaine, qui est historiquement et géographiquement ancré. C'est un acte de divorce juridique entre les anciennes 13 colonies qui désormais s'érigent en États indépendants face au monarque de la Grande-Bretagne, qui est nommément cité, avec toute une série de griefs, d'attendus, qui s'achèvent par un rendu, c'est-à-dire un rendu de divorce, en réalité. Donc, il n'y a quasiment que des noms propres, que des notions qui sont proprement et juridiquement britanniques, parfaitement claires et parfaitement ancrées, à la différence bien sûr de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où au contraire on ne trouve aucun nom propre. C'est là la grande différence qu'il faudrait là aussi montrer aux étudiants. J'ai eu à le faire moi en classe, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a d'abord affaire à quelque chose dans la sphère britannique. Il faut bien se rendre compte de cette critique interne énorme à l'intérieur du modèle britannique en fait, que constitue la crise américaine, y compris d'ailleurs en Grande-Bretagne. C'est une question qui n'est pas forcément abordée dans les programmes, c'est la crise radicale en Grande-Bretagne à partir des années 1760, où certains donc vont réclamer une plus large représentation au Parlement, des élections plus régulières, voire annuelles, et ce moment va créer une véritable crise avec des manifestations, des leaders qui pour certains vont être emprisonnés, contraints à l'exil, et à chaque fois le Parlement va réprimer très durement cette crise radicale pour une meilleure représentativité, une meilleure démocratie en un sens du Parlement d'Angleterre, argument qui sera d'ailleurs repris par certains philosophes côté français pour dire, vous voyez, le modèle britannique est loin d'être libéral, à preuve, dès lors qu'on parle d'élections annuelles, d'une plus large représentation, le Parlement et ses élites ferment les portes. Et donc, si je reviens à la Révolution américaine, la monarchie britannique ne veut pas laisser ces 13 colonies qui sont en pleine expansion, qui économiquement deviennent viables. Donc, comment se passe un petit peu cette révolution, j'allais dire à la fois militairement, puis bon, peut-être quelques faits importants, et puis peut-être aussi le moment d'évoquer, alors ce qui a été le mythe en France, avec l'aide apportée par les Français aux insurgents américains, et notamment le mythe de Lafayette. Absolument. Donc, là encore, c'est un point extrêmement important, c'est que entre en gros 1764, 65 et 1776, c'est mis en place, comme l'ont développé de nombreux historiens et historiennes américains, c'est mis en place une authentique culture et même une contre-société de la résistance à la métropole, par toute une série de boycotts, de coups de poing, d'actions extrêmement violentes mais coordonnées contre les agents du pouvoir, les représentants de l'institution fiscale, jusque et y compris d'ailleurs les soldats, c'est le cas par exemple à Boston, qui va conduire de fait, en 1775, à avoir une armée anglaise littéralement assiégée dans Boston, avec autour d'elle des corps, entre guillemets, francs, les fameux Minutemen, qui avaient fait, j'allais dire, les hautes heures de la colonie, qui encerclent ceux qu'on appelle les lobsters, c'est-à-dire les homards, parce qu'ils ont cette fameuse veste, cette fameuse tunique rouge. Clairement, la Grande-Bretagne n'a
pas ou très peu les moyens de cette guerre en réalité. D'ailleurs, elle emploiera massivement des mercenaires allemands. C'est ce qui explique d'ailleurs dans la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, l'un de ses attendus en disant que le souverain de la Grande-Bretagne a envoyé des armées étrangères, c'est-à-dire des armées de Hessois essentiellement, de Hesse donc en Allemagne, pour faire le travail de l'armée britannique sur place. Donc dès 1775 en fait, les opérations militaires ont commencé et tout l'enjeu pour les insurgents américains va être d'obtenir une reconnaissance diplomatique. Et cette reconnaissance diplomatique, elle est obtenue en 1777 par la victoire, sinon inespérée, en tout cas c'était mal parti, mais en tout cas finale des insurgents avec Saratoga, qui va pouvoir être utilisée par les émissaires américains pour faire valoir des capacités de résistance des insurgents américains pour obtenir une reconnaissance diplomatique et surtout une alliance. Et on va la chercher notamment en France. C'est ce qui explique au début de 1778, donc la signature des deux fameux traités. Il a fallu un peu tordre le bras à Louis XVI. Louis XVI n'était pas pour soutenir des gens qui se soulevaient contre leur souverain. C'est comme cela qu'il voyait les insurgents. Et quelque part, il avait raison. Et donc, il faudra quand même tout le talent de ses ministres pour arriver à lui, sinon arracher, du moins le convaincre de l'opportunité qu'il y aurait à signer cette alliance. Et cette alliance, donc, elle est signée sur la place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde, à l'hôtel de Coislin, ce qui explique d'ailleurs l'attachement des Américains à la place de la Concorde, puisqu'ils y ont leur ambassade, comme vous le savez, à côté. Donc on a là un lieu historique. C'est important, c'est la première reconnaissance diplomatique des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont nés place de la Concorde, si on peut dire les choses de manière un peu rapide. Cette alliance d'ailleurs, quelqu'un va tout de suite comprendre son danger, c'est William Pitt, le fameux William Pitt, donc le grand ministre qui avait obtenu la victoire écrasante de 1763, celui qui avait donné son premier empire à la Grande-Bretagne, qui lorsqu'il apprend cette alliance, se lance dans une série de discours à la Chambre des Lords, et qui est pris d'une attaque d'apoplexie et qui mourra quelques jours plus tard. C'est un grand tableau qu'on voit d'ailleurs au Parlement, la mort de William Pitt au milieu de ses pairs. Il comprend que le premier empire britannique va tomber grâce à l'alliance entre les insurgents et les Français. Les Français vont donc progressivement envoyer, j'allais dire, des corps de troupes supplétifs, puis après de véritables troupes, financées en partie aussi par toute une série d'officines, dont celle évidemment alimentée par le fameux Beaumarchais. Bon, là aussi c'est une histoire assez connue, un peu fastidieuse je pense pour les étudiants, mais qui va conduire donc du nord au sud finalement. Premières années d'abord dans le nord, puis autour de New York et enfin bien sûr autour de Yorktown au sud, par la reddition technique en fait en 1781 des troupes britanniques en Amérique et la victoire décisive des Américains. Pour revenir peut-être sur cette question des modèles, parce que c'est aussi ce qui est sous-jacent là-dedans, le modèle américain. C'est un point important. 1780, c'est la victoire technique. 1783, c'est les traités et l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mais une série de points qu'il faut avoir en tête, c'est que nos Américains vont mettre 4 ans, ce qui est très long, pour enfin arriver à une constitution, parce qu'ils vont se déchirer littéralement, et avec des états de quasi-guerre économique entre certaines de ces anciennes colonies devenues des États qui souffre évidemment des conséquences de la guerre. 1787 seulement pour accoucher d'une constitution. Et enfin un processus électoral qui n'élit George Washington à l'unanimité qu'en avril 1789. George Washington s'installe dans son fauteuil de premier président des États-Unis d'Amérique à New York que le 1er mai 1789, c'est-à-dire 4 jours avant l'ouverture des États généraux à Versailles. Ce qui veut dire qu'effectivement, derrière le côté exotique et un peu joyeux, j'allais dire, de la Révolution d'Amérique, la joie française aussi un peu mauvaise d'avoir enfin eu la revanche de 1763, le modèle américain, on ne sait pas si ça va marcher, tout simplement. Une république de cette taille, personne n'a jamais vu ça. Le modèle républicain n'est pas celui qu'on a en tête en 1789 aux États généraux. On est là pour régénérer la monarchie, pas pour créer la république. C'est ce qui explique ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'effectivement on comprend pourquoi il y a plus de 300 références à l'Angleterre, son parlement, ses institutions, et beaucoup moins à l'Amérique, dont une nouvelle fois, il est très difficile de vendre une république de surcroît américaine et à peine née au printemps 1789.
Et donc, pour conclure, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan un petit peu sur ce XVIIIe siècle, de cette évolution du modèle britannique, et peut-être en petite transition, phase transitoire, et voir quelles vont être dans les débuts XIXe les perspectives d'évolution. Alors, c'est là encore extrêmement intéressant. Une nouvelle fois, donc, ce modèle anglais sera un non-modèle anglais à la faveur de la séquence révolutionnaire, puisque les Français accoucheront d'une chambre unique et pas deux chambres, parce qu'ils se méfient de leurs élites, évidemment. Donc une chambre haute apparaît toujours comme, pour les Français en tout cas, comme le ferment de la domination par les élites sur le corps politique, évidemment. Le droit de veto du roi arraché pour les uns, alors que l'exercice du droit de veto par le souverain britannique s'est achevé au début du XVIIIe siècle, en réalité sous la reine Anne. Donc, à bien des égards, c'est ce que disent les études, le rendez-vous entre le modèle britannique et la Révolution française est un rendez-vous raté, très très clairement. Ce modèle britannique, finalement, il va revenir en cours à partir de la Restauration, notamment avec cette idée des deux chambres. D'une institution parlementaire, mais sévèrement arrimée et corsetée, bien sûr, à la monarchie, avec bien sûr les deux chambres, les pairs d'une part, et puis évidemment une assemblée, une chambre basse, une assemblée. Donc ce modèle va finalement, j'allais dire, revenir en cours, un temps éclipsé, là encore c'est vrai, par la petite résurgence du modèle américain à la faveur de la Révolution de 1848, évidemment, qui va s'inspirer un temps de cela. On peut renvoyer à Tocqueville, bien sûr. Tocqueville qui, de retour d'Amérique, va expliquer que finalement, au moment où il écrit dans ces années 1840, eh bien, le seul pays qui n'a pas connu depuis 60 ans les heurts et les malheurs des révolutions, des renversements, des bouleversements politiques, etc., c'est l'Amérique. Et que donc finalement, de sujets d'étonnement un peu exotiques, comme il le dit quasiment lui-même, eh bien désormais, l'Amérique doit devenir un modèle pour les pays d'Europe et particulièrement les monarchies d'Europe. Donc on a ce petit moment américain, mais très clairement c'est plutôt par le biais à la fois, bon c'est vrai, du bicamérisme en partie, mais nous on aura notre propre souverain qui sera un souverain élu avec le président, mais ça à la fin du 19e siècle, donc on a là quand même une nouvelle fois une authentique division, et puis surtout le libéralisme économique en réalité, qui va emporter une nouvelle fois, vous voyez, sur les différents fils du modèle britannique, c'est finalement le modèle économique qui va l'emporter. Bien, Jean-François Dignac, merci pour avoir présenté donc ce chapitre 2 secondes sur le modèle britannique. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. Vous allez nous présenter un personnage et un document que les collègues du secondaire pourront présenter à leurs élèves. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.